suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture mais pas que. J'ai décidé de mixer un peu les deux. Je vais vous mettre les livres que j'ai reçus en ce début de mois d'octobre parce qu'au final j'aurai pas grand chose pour vous faire un book haul à la fin du mois, donc je me dis comme ça je vous montre les réceptions, les acquisitions et puis voilà, ce sera fait. Donc je commence par le mini book haul. Donc un seul achat, donc je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 15 octobre. Un seul achat dont je suis très fière. C'est Roman policier de Philibert Hume aux éditions Équateur. Ce sont des éditions que je ne connaissais pas. En fait, j'ai pas mal de routes pour aller au travail, aller-retour, et j'ai l'habitude, alors le matin j'aime écouter les infos, mais le soir en rentrant j'aime bien me mettre un podcast littéraire et j'écoute La Grande Librairie en replay, enfin en podcast, parce que j'ai pas le temps le mercredi soir de regarder en direct. Et en général je découvre des auteurs, alors c'est vrai, qui viennent et qui reviennent et qui reviennent, qu'on a vu 150 fois, mais La Grande Librairie a aussi le mérite de mettre en avant des auteurs qu'on ne voit pas ou des primo-romanciers, ce que j'apprécie beaucoup. Et là je ne connaissais pas Philibert Hume qui a pourtant déjà écrit 2 romans et j'ai trouvé qu'il était très drôle. Il m'a fait beaucoup rire. Donc je me suis lancée dans Roman policier. En fait c'est un hommage, je pense, à un petit peu à Georges Perec, vous savez, avec la disparition, sauf que là en fait il s'empare, dans la ville de Pau, c'est vraiment arrivé, les U des enseignes disparaissent, il y a quelqu'un qui vole les U des enseignes, et en fait l'auteur a décidé d'enquêter, et a priori il a vraiment trouvé le coupable. Alors je ne sais pas si on aura la divulgation de son nom à la fin du bouquin, mais ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu un extrait qui a été lu par Vincent de Dienne, qui est lui-même mis en scène. À un moment donné, Philibert Hume rencontre Vincent de Dienne, et j'aime beaucoup Vincent de Dienne, il me fait beaucoup rire, je le trouve très fin, et ça a l'air très drôle. Donc j'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année, ça a l'air vraiment cool. Et en plus, donc il est, vous avez vu, il est sorti en hardback, voilà, donc on verra ce petit bouquin. Ensuite je vous montre 3 services presse. J'ai reçu de la part des éditions de L'Homme sans nom, Le Haut Mal, c'est de Pierre Léoté. Donc c'est un auteur qui entre dans leur catalogue avec un magnifique jaspage pour ce bouquin. On est en 1923, je vais éternuer, pas en 1923. Donc Paul est un jeune séismologue qui est convaincu depuis sa découverte presque fortuite il a découvert un document aux accents prophétiques. 4 terrifiants fléaux vont s'abattre sur la chaîne des Pyrénées. Et donc une expédition hétéroclite se lance à la recherche du haut mal à la croisée de 2 mondes, l'ancien, fait de superstition et de tradition, et le naissant, le produit de la guerre et de la science. Voilà. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Les Escales, que je remercie, Les Enfants du Bois Refuge de Lisa Wingate. Lisa Wingate, je la connais parce que j'avais lu Les Chemins de la Liberté, qui avait été un coup de cœur monumental. Je vous le conseille, c'est un roman sur la ségrégation raciale. Il me semble dans mes souvenirs qu'il y avait vous savez, un chassé-croisé, passé-présent, et on était aux États-Unis et on revenait sur l'esclavage d'enfants. C'était passionnant, j'avais adoré ce bouquin, à la fin j'avais pleuré. Et là on est en 1990, donc Valérie elle est garde forestière dans un parc national, elle vient d'arriver, elle doit gérer donc les controverses locales, et la disparition d'une adolescente et la découverte d'un mystérieux site funéraire. Voilà. Et après on retourne donc à un jeu passé présent 1909 avec Olive, 11 ans, qui sait que son beau-père représente une menace pour les 2 jeunes autochtones placés chez eux. L'aîné va disparaître, Oli s'enfuit dans les bois avec Nessa, 6 ans. Voilà. Donc je pense que, en plus c'est la thématique des autochtones, des Amérindiens, des natifs américains. Je pense que ça va être passionnant. Et le dernier SP que j'ai reçu, c'est des Vivolets de Patricia Guillemet. C'est aux éditions... Alors c'est les éditions de l'Opportun, et c'est dans leur collection Nisha, etc. qui met en scène des femmes, des héroïnes. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Vais-je retrouver? J'ai une mémoire de... J'allais dire une mémoire de haricot, mais non, c'est une mémoire de poisson rouge.
Bon bref, je vous en avais parlé, j'avais beaucoup aimé. Ça met en scène une inspectrice qui s'appelle Lottie Parker. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme, c'est pas la super héroïne badass, super belle, qui réussit tout. Dans mes souvenirs, elle a 45 ans, elle a des enfants à gérer. Voilà, en fait, il y a l'enquête, mais il y a toute sa vie de famille à côté qui est, je trouve, assez intéressante. Avec vraiment une héroïne qui est pleine de défauts et qui finalement ressemble aux femmes qu'on peut croiser tous les jours. Et ça se passe en Irlande. Donc là, donc il y a un beau matin, une femme désespérée, un enfant à ses côtés frappe à la porte de Lottie, elle lui implore son aide. Et quelques heures plus tard, le corps inanimé d'une jeune femme enceinte est découvert sur un chantier dans des conditions bien mystérieuses. Donc il va y avoir un tueur en série qui tue les femmes. Voilà. Bon, c'est sur une disparition de femmes, tueur en série. Voilà, ça c'est tout ce qui est entré dans ma palle depuis le 1er octobre. Je passe cette fois-ci au point lecture. Je vais commencer avec ma déception. Mais alors, le gros bide. J'ai lu Le Manoir des Glaces de... J'allais dire Viveka, mais Viveka, je crois que c'est sa mère. De Camilla Sten, aux éditions Point. Et alors, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée d'un bout à l'autre dans ce bouquin. Donc nous sommes en Suède, où Eleanor, elle est atteinte de, je sais plus, ça porte un nom. En gros, elle ne reconnaît pas les visages. Elle a du mal à reconnaître les visages. Voilà, et elle va rendre visite à sa grand-mère, et quand elle ouvre la porte, elle tombe sur l'assassin, qui s'enfuit. Sauf que comme elle reconnaît pas les visages, elle est incapable de dire aux enquêteurs si c'est une femme, si c'est un homme, à quoi il ressemble. Voilà. Et en ouvrant le testament de la grand-mère, comment elle s'appelle, Eleanor s'aperçoit que la grand-mère avait un manoir en Suède, dans un domaine loin de tout. Elle va s'y rendre avec son petit ami, avec sa tante et avec un avocat pour faire l'état des lieux et pour dresser tous les biens de la grand-mère. Sauf qu'il va y avoir une tempête de neige, ils vont se retrouver coincés dans ce manoir. Et Eleanor est persuadée que l'assassin de sa grand-mère rôde dans le coin. Voilà. Alors, je me suis ennuyée en fait. Déjà, j'ai trouvé gnangnan, l'héroïne Eleanor. Elle m'a gonflée. Ensuite, il y a une espèce de... Parfois, voilà, on retourne dans le passé de la grand-mère, avec quand elle était jeune, quand elle habitait dans ce domaine. Elle avait une cousine polonaise qu'elle faisait venir. Mais en fait, c'est tellement gros que le truc, on le voit à 10 km. Donc aucune surprise sur le twist, qui aurait pu être un twist sympathique. Il y a des situations complètement incongrues, à un moment donné ils veulent se tirer, donc ils prennent la voiture, mais ils se retrouvent bloqués parce qu'il y a une voiture en travers du chemin, donc ils doivent se retourner, mais t'as envie de leur dire desserrer le frein à main et pousser la caisse en fait, et vous allez passer, hein. Je pense que tout le monde sait ça. Voilà, c'est vraiment des nuls qui tentent de survivre avec un tueur, on sait même pas s'il y a un tueur. À un moment donné, elle se retrouve coincée dans vous savez, c'est pas le chauffe-plat, le passe-plat là. On sait pas comment elle atterrit là-dedans, enfin faut être un peu idiot quand même pour basculer dans un passe-plat. Bref, c'est que des situations comme ça, un peu incongrues, qui ne m'ont pas plu. Je me suis ennuyée, alors je suis allée au bout, parce que je le lis dans le cadre du jury du meilleur polar point, je vous dis que ce sera pas le meilleur polar point celui-ci. Voilà, donc j'ai trouvé ça plat. C'était, pour moi, c'était pas terrible. C'était pas bon. Voilà, donc ça, c'est next, j'oublie. Après, j'ai fait des lectures bien meilleures. Je vais vous parler de ce roman, Le cycliste de Tchernobyl, de Javier Sebastián, cette position Métayer dans leur collection poche que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le thème de Tchernobyl, de la catastrophe de Tchernobyl, ça m'intéresse énormément. Je suis assez fascinée par ce qu'on a pu laisser faire et par ses retombées en fait. Tout ce qui s'est ensuivi, par les conséquences qui se sont enchaînées pour les pauvres habitants qui habitaient... Alors la centrale c'est Tchernobyl, mais je vous rappelle que le village où était cette centrale c'est Pripyat, qui a vraiment pris le plus
d'ondes possibles. Alors c'est un bouquin un peu étrange parce que Javier Sebastián, il se base sur la vie d'un homme qui a vraiment existé. Il se base sur la vie d'un scientifique qui était présent lors de l'explosion de Tchernobyl. C'est, je vais vous dire son nom, Vassili Nesterenko. Voilà, il a été directeur de l'Institut de production d'énergie nucléaire de Biélorussie. Et en fait, quand il y a eu l'accident, on l'a appelé pour qu'il puisse mesurer l'étendue des dégâts. Et c'est le premier en fait à avoir alerté les autorités sur le fait qu'il fallait évacuer les populations, il fallait mettre en route des protocoles sur la nourriture, sur l'eau, etc. Et en fait on a voulu le faire taire. Il a d'ailleurs échappé à 2 tentatives d'assassinat, ce type, parce qu'on voulait le bâillonner. Et le bouquin commence de manière étrange. On est à Paris avec un Espagnol. Alors c'est un peu absurde, qui est... je me souviens même plus comment il s'appelle, cet Espagnol, qui lui, il bosse pour établir les normes de kilogrammes, de millimètres, de choses comme ça. Il a une espèce de conférence. Il s'arrête sur les Champs-Élysées, il s'arrête dans pas un buffet à volonté, mais un truc où on se sert, un buffet, voilà. Et il y a un pépé, là, qui semble avoir été abandonné. Et par un jeu de quiproquo, on va lui coller ce papy dans les jambes. Excusez-moi. Et ce papy, on sait pas si c'est un papy qui a perdu la boule, il n'a pas l'air d'être ni français ni espagnol. Et il s'avère qu'en fait c'est un type qui vient de Pripyat. Et donc il y a plein de choses qui vont se passer dans ce bouquin. Alors je vous reprends, j'ai eu une énorme quinte de toux parce que j'ai eu un sale virus le week-end dernier. Je m'en remets un peu, d'ailleurs j'ai un peu la voix, je pense un peu nasillarde, hein, je suis désolée. Donc ce papy, on va se rendre compte qu'il a un lien avec Tchernobyl, un lien avec Pripyat. Et on va alterner entre des scènes de vie à Pripyat, juste après l'explosion, et les années qui suivent l'explosion, et cette quête de savoir qui est ce pépé qu'on a collé dans les pattes de notre personnage principal. Donc ça flirte parfois un peu avec l'absurde, mais c'est hyper intéressant. Alors faut s'accrocher un petit peu au début, hein, parce qu'on se demande où veut en venir l'auteur. Une fois qu'on a compris qui est ce personnage, en fait on apprend plein de choses sur la vie à Pripyat, parce qu'il y a des gens qui ont bravé tous les interdits, qui portent un nom d'ailleurs, je me souviens plus, c'est un nom en russe, et ils sont venus à Pripyat parce qu'ils ne connaissaient que cette ville, et ils ont essayé de recréer une ville malgré toute l'exposition à laquelle qu'ils subissent en fait, l'exposition aux radiations. Et forcément, ils meurent les uns après les autres parce que l'expérience de vie là-bas n'est pas très grande. Et c'est terrible, en fait on apprend plein de choses sur... Donc on peut, par exemple, quand vous êtes là-bas, ça se visite, hein, vous pouvez visiter Pripyat, mais vous avez l'interdiction de marcher sur l'herbe, sur la terre, il faut marcher sur le béton. Vous signez une décharge comme quoi si dans les années à venir vous déclarez un cancer, vous ne pouvez pas attaquer l'agence de voyage. Il ne faut surtout pas ramasser de champignons, de baies. Il faut faire attention parce qu'il y a des chiens, des hordes, des meutes de chiens qui sont... On a tout abandonné, hein, qui sont venus à l'état sauvage. C'est une vision de désolation terrible. Il y a des scènes aussi où on prend en charge les enfants juste après l'explosion de Tchernobyl. On se rend compte que dans leur corps, il y a des taux de radiation qui sont 1000-2000 fois plus élevés que ce qu'on pourrait supporter. C'est assez terrible. Voilà, donc c'est un livre où il faut un petit peu s'accrocher au début, je vous le dis, parce que c'est un peu étrange, le début de cette histoire qui paraît un peu absurde, et puis après, toutes les pièces du puzzle se mettent en place et ça devient vraiment très très intéressant. Alors ensuite j'ai lu, allez je vais vous parler de celui-ci, Je suis né du diable de Jean-Christophe Granger aux éditions Albin Michel, qui n'est pas un roman mais qui est un récit autobiographique, pardon. Jean-Christophe Granger, vous le connaissez sans doute,
en tout cas de nom si vous ne l'avez pas lu. C'est un auteur de thriller noir, voire très très noir. Moi je le connais parce que j'avais lu Les Rivières pourpres que j'avais adoré, que j'ai lu d'ailleurs plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est un auteur qu'on associe souvent à la violence, au tueur en série, avec des intrigues bien noires, bien glauques. Et cet auteur qui a fait les 400 coups, qui est passé par des épisodes de dépression assez sévères, se questionne pourquoi est-il comme ça, pourquoi a-t-il cette inspiration, et si cette inspiration venait de son enfance. Et il va nous raconter vraiment son enfance sans pudeur, sans tabou. Et en fait c'est horrible. Il vient d'une famille, d'une mère qui tombe vraiment sous l'emprise d'un père, un père pervers, narcissique. Mais c'est terrible ce qu'il nous raconte. Et Jean-Christophe Granger a vraiment échappé de peu à l'horreur la plus totale. Il a été bien heureusement récupéré par sa grand-mère, à qui d'ailleurs il rend un grand hommage. Heureusement qu'elle était là pour s'occuper de lui dès la naissance, petit. Et en fait il alterne son expérience à lui, il raconte avec le jeu, mais il fait raconter, il y a des chapitres où c'est sa grand-mère, il fait parler sa grand-mère, donc sa grand-mère raconte, et sa mère. Et c'est terrible en fait, parce qu'il nous raconte la mère qui est qui rencontre ce type qui a l'air brillant, qui a l'air d'avoir de l'argent, de la réussite, etc. Et qui tombe sous son emprise, et qui en fait qui est le diable, on peut le dire, qui est le mal en personne. J'ai trouvé que c'était finalement hyper dans l'actualité, hyper moderne comme thème, et on se dit oui en effet il a côtoyé le pire. C'est vraiment un auteur qui se livre sans fausse modestie, sans que ce soit non plus du voyeurisme ou que ce soit complètement pathétique, pas du tout. Je pense qu'il est assez lucide sur ses racines. C'était vraiment très très intéressant, donc si vous vous intéressez un petit peu à ce qu'il fait, je vous le conseille. Et ça change en plus, je trouve, comme lecture. Alors les deux romans dont je vais vous parler là maintenant, c'est vraiment des romans que j'ai adorés. Je vous parle d'abord du Murmure des victimes de David Coulon, c'est aux éditions Fayard. C'est un livre que j'ai dévoré en 2 jours, c'est du thriller psychologique, c'était vraiment très très bien. On est avec Emma qui a 8 ans, qui a été placée dans une famille d'accueil, alors avec Audrey et Naïma, qui vivent ensemble, c'est un couple, elles n'ont pas d'enfants, donc elles se disent qu'elles peuvent donner, elles habitent dans le Morvan, dans une maison isolée, elles peuvent donner une chance à une gamine dont on a retiré la garde aux parents. Les parents, on comprend que la petite a subi sûrement de l'inceste ou ce genre de choses. Et Emma, le soir, la nuit, se réveille parce qu'elle entend des bruits, elle entend des cris, elle entend des murmures dans les murs, et elle réveille ses 2 tatas, comme elle les appelle, en disant qu'il y a un monstre. Et Naïma et Audrey, chaque soir, veillent auprès d'elle et la rassurent en lui disant que le monstre c'est son père, le monstre est en prison, voilà, faut qu'elle passe à autre chose, il y a un gros travail psychologique là-dessus. Audrey, elle a un frère qui s'appelle Joachim, qui est artiste, qui met en scène des contes pour les enfants. Et Joachim vit avec Karine, et dans leur couple ça se passe pas du tout bien. Et un soir, une dispute va éclater. Il va y avoir un drame. Et là, ça bascule. Je peux pas vous en dire plus parce que... Alors après, c'est ma 4e découverture. En tout cas, Joachim va faire quelque chose. Il va être complètement acculé. Il va devoir se réfugier, malgré lui, chez sa sœur. Et à partir de là, il va faire des découvertes. Donc on est dans un huis clos. Alors ça ne fait pas... On m'a posé la question si ça faisait peur. Non, ça fait pas peur. Par contre, c'est hyper angoissant. Et l'auteur, je trouve qu'il va crescendo dans le suspense, parce qu'on est avec Joachim, et on se dit, est-ce que Joachim imagine ces choses? Est-ce qu'il devient fou? Ou est-ce que c'est la réalité? Et là où je le trouve très très fort, c'est qu'on parle de victime, qu'on parle de bourreau, et qu'à un moment donné, les cartes sont complètement brouillées. On peut avoir de l'empathie pour les bourreaux, on peut avoir... Enfin, vous voyez, tous les sentiments vont se mélanger.
celui qu'on pensait bourreau, on va finalement, je vais pas le trouver sympathique, mais on va avoir de l'empathie pour lui. C'est hyper réussi dans ce sens-là. Avec une fin que je trouve très bien aussi, et qui ne laisse pas indifférente. C'est pas consensuel. Voilà, David Coulon, il pose les choses, il brouille complètement nos repères, il brouille nos cartes, et à la fin, est-ce que c'est bien que ça se finisse comme ça? Est-ce que c'est pas bien que ça se finisse comme ça? C'est compliqué de trancher. Donc on est dans du thriller psychologique, huis clos, vraiment je vous le conseille, ça se lit. En fait, une fois que vous l'avez commencé, c'est très compliqué de s'arrêter parce qu'on a envie de savoir. Et le dernier roman dont je vais vous lire, alors c'est pas un roman non plus, c'est un récit autobiographique, là encore, une fois. C'est Louve en juillet de Gabriel Filtoshiba, c'est aux éditions des Paysages. Alors, si vous avez un chien comme moi, donc moi ma chienne est juste là, Taega. Donc c'est un livre qui fait 80, même pas 100 pages, on est sur 100 pages. Préparez les mouchoirs parce que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en terminant ce roman. Gabrielle Filtoshiba, je la connais parce que j'ai déjà lu Sauvagine, dans lequel elle se mettait déjà en scène avec sa chienne. Et on retrouve en fait la naissance de cette amitié. Donc c'est vraiment centré sur l'amitié entre cette femme et sa chienne Sequoia, une croisée, alors c'est un chien croisé avec des coyotes, hein, je crois, on est au Québec, on est au Canada. Et vraiment elle va nous raconter cette histoire d'amour qu'elle a pour cette chienne, qui lui a tant apporté. Et on sait de toute façon que c'est un hommage à sa chienne, donc on sait très bien comment ça se termine, et même si on sait comment ça se termine, on pleure, parce que je trouve qu'elle décrit tellement l'amour qu'on peut avoir pour un animal, le lien qui peut nous unir à un animal. Si vous avez eu un chien, bon, je pense que ça peut marcher avec un chat aussi, mais c'est vrai que on partage tellement de choses quand on est attaché à nos bêtes, et quand ils partent, ça fait un vide énorme. C'est très très beau, elle se confie aussi sur sa vie, elle a quand même vécu des choses d'un point de vue de son couple difficile, donc elle se confie là-dessus, sur ce que son chien lui a apporté comme réconfort. C'est toujours très très beau. Et je trouve vraiment que ces éditions des Paysages, je ne connaissais pas du tout, je les trouve vraiment très très belles, donc un tout petit livre comme ça, c'était vraiment top. Je vous le conseille, ça peut faire très bien un très beau cadeau à offrir à quelqu'un qui a un chien et qui a un lien fort avec son animal. Voilà, c'en est tout de ce petit book haul et de ce point lecture. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message pour me dire s'il y a des livres que vous avez lus dans ce que je vous ai présenté, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés. Peut-être qu'on aura d'ailleurs des avis différents sur le Viveka... Non, je vais pas y arriver, hein. Finalement, Camille Asten, je vais pas y arriver. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram. Surtout que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, je vais vous mettre des concours en ligne parce qu'il y a des bouquins que j'ai reçus en service presse 2 fois. Donc plutôt que de les mettre je ne sais où, je vous les fais gagner en concours. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Insta. En attendant, je vous souhaite de faire de très 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 belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!